Salut Peter. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique, donc 100% spoiler, 100% objectif, avec 100% de recul, puisque ça fait 9 mois que le film est sorti, donc de Spider-Man No Way Home. Alors, j'éclaircis les choses tout de suite, ce ne sera pas une critique de la version longue. Alors, je vais parler des scènes supplémentaires qui sont rajoutées, parce que j'ai revu le film hier au Grand Rex, en compagnie de mon ami Sam Ciné Siri, que je salue au passage. Voilà, mais en fait, ce sera une critique donc du film en lui-même, pas de la version longue. Voilà, je sais pas moi qui vais vous dire non, faut pas aller le voir, non, ça sert à rien, tout ça. Non, voilà, ce sera une critique donc du film sorti il y a 9 mois, en décembre 2021. Ouais, c'est ça, 2021. Voilà, celui qui a tout explosé au box-office, celui qui était déjà culte avant même d'être sorti, voilà, celui qui a suscité tant de rumeurs, tant de leaks, tant de hype surtout, parce que vous vous souvenez que l'effervescence autour de Spider-Man No Way Home était incroyable, enfin, je crois que c'était le plus gros événement cinématographique et industriel depuis Star Wars, l'Oreille de la Force en 2015, voilà, vraiment, mais on sait, voilà, les rumeurs, les leaks, y aura-t-il ou non les 3 Spidey, est-ce que toutes les rumeurs autour de, je sais pas, de Matt Murdock, d'Andrew, Toby, bref, toutes les rumeurs, les gens se posaient tellement de questions que, voilà, le record de prévente, bref, il y a tellement de chiffres, le film a battu tellement de records, a gravi tellement d'échelons, et aujourd'hui, 9 mois plus tard, qu'en reste-t-il? Eh ben, j'ai envie de vous dire, pas grand-chose, hein. On remarque que la version longue ressort et que ça attire pas grand monde, hein. Voilà, hier, au Grand Rex, il y avait pas full, il y avait pas max de monde, mais ça faisait quand même plaisir de le revoir, voilà. Donc, après 9 mois, le recul est pris, et je peux enfin vraiment vous dire ce que j'ai pensé de ce film, parce qu'en fait, de base, j'avais fait 2 vidéos et une multitude de réactions de trailers sur le film, parce que voilà, je surfais un petit peu sur la vague, etc. Je l'avoue, hein, de toute façon, j'avais fait mon mea culpa, mon mea culpa, je vous avais avoué en quelque sorte dans ma vidéo bilan que toutes les vidéos que j'avais faites sur Spider-Man No Way Home à l'époque où le film était sorti ne me convenaient pas, donc y compris les 2 critiques, donc sans et avec spoiler, voilà, que j'avais faites puis aussitôt rentrer la séance, aussitôt je tournais, mais c'était juste, voilà, pour vraiment surfer sur le truc et être dans l'actu du moment, parce que Spider-Man No Way Home c'était tellement le sujet qui taraudait tout le monde entier depuis des mois et des mois, que voilà, je voulais en parler, et donc du coup, j'ai profité que cette version longue ressorte au cinéma pour vous en faire une critique 100% objective, voilà, détailler, vous dire ce que j'ai plu, ce qui m'a plu, ce que je n'ai pas aimé, et voilà, quoi, vous dire que oui, j'ai de la sympathie pour ce Spider-Man No Way Home, voilà, maintenant, j'ai même plus envie de me mentir à moi-même, j'ai envie d'être objectif, j'ai envie d'être sincère, et voilà, le recul et les prix, ça fait 9 mois que le film, on n'en parle plus vraiment, enfin, il y a eu des sorties en Blu-ray, etc., mais voilà, cette fois-ci, on peut en parler, je peux vous en parler avec tout le recul que je peux avoir, voilà, maintenant que toute la hype est passée, qu'on n'en parle plus, que voilà, en plus j'ai vu le film tranquille dans une séance sans vraiment de folie, voilà, c'était pas la folie comme dans la première séance, parce que vraiment la première séance que j'ai vécue, j'ai encore vraiment des souvenirs, c'était vraiment phénoménal, donc après ça, comment voulez-vous faire une critique objective après avoir vécu une telle séance? Là, c'est totalement différent. Alors, juste, petit retour sur Homecoming et Far From Home. Voilà, petit retour sur toute cette trilogie Tom Holland, John Watts. Vous savez que j'ai pas une grande sympathie pour John Watts. Voilà, je trouve pas que c'est un bon réalisateur. Tom Holland, en revanche, je trouve que c'est un Spider-Man vraiment sympathique. Il a juste pas de chance de tourner dans une trilogie qui est pas inspirée, où il n'y a pas de créativité, où artistiquement parlant, c'est pas très recherché. Et malheureusement, ça va être le gros problème, en fait, de ce Spider-Man No Way Home. En fait, c'est tellement dommage qu'il y ait ce fameux Spider-Verse et que John Watts, en fait, il ne fasse pas de mise en scène ou d'entrée en matière incroyable. Vraiment, je vous jure, plus je revois, enfin maintenant je commence à connaître le film par cœur, j'ai dû voir le film au moins 5-6 fois, streaming, ça, tout y compris, et je vous assure que une fois qu'on a passé le premier visionnage, et donc du coup revoir les Spidey pour la première fois à l'écran, je vous assure qu'on se dit, ouais, mais en fait, plus on voit le film, et moins en fait, leur arrivée est impactante. Voilà, enfin, bref, là, c'est vrai que c'est un peu une critique, voilà, je balance un peu tout ce que j'ai sur la tête, etc. J'ai pas pris note parce que j'ai tout le film en tête et tout, mais en fait, Spider-Man No Way Home est un film sympathique, c'est un blockbuster de tout ce qu'il y a de plus divertissant, devant lequel on passe un bon moment. Oui, en tant que blockbuster, en tant que divertissement hollywoodien,
j'apprécie le film. Je passe un bon moment devant. Il met un peu de temps à démarrer. Voilà, il y a d'innombrables facilités scénaristiques. Voilà, on aurait pu les éviter, mais franchement, les incohérences, que ce soit sur le sortilège de Doctor Strange, en mode, voilà, mon sortilège il est foiré parce que Peter l'a modifié en voulant faire des exceptions. Vous savez, quand il demande l'aide de Doctor Strange pour que tout le monde oublie l'identité de Peter Parker, mais qu'en fait il veut faire des exceptions avec MJ, Ned, etc. Du coup, le sortilège de Strange, il foire. Du coup, ce qui attire tous celles et ceux qui savent que Peter Parker est Spider-Man. Honnêtement, sur de nombreuses choses, dont celle-là sur le sortilège de Strange, puisque c'est ça qui provoque du coup un déchirement multiversel, on peut dire ça comme ça, il y a de gros problèmes. Il y a de grosses facilités, c'est indéniable. Ensuite, une chose qu'on est obligé de reconnaître, même en ayant pris du recul, c'est que Spider-Man No Way Home bénéficie d'une nostalgie incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, parce que les trois Spider-Man sont là, parce qu'on les voit voltiger, parce qu'on les voit discuter entre eux, en fait, on rêve. Voilà. Revoir Tobey Maguire 10-15 ans après Spider-Man 3, c'est un rêve. Revoir Andrew Garfield qui était boycotté des années après The Amazing Spider-Man 2 qui a été un échec, c'est un rêve. Oui, on apprécie ces deux Spider-Man et on apprécie voir trois Spider-Man à l'écran parce que c'est le rêve de toute une génération, quoi. Enfin, je veux dire, Tobey, tout le monde l'adore. C'est le Spider-Man number one dans le cœur des fans. Moi, le premier, voilà, quand on est énormément attaché à Tobey Maguire et à la trilogie Spider-Man de Raimi, on ne peut qu'avoir des yeux dans les yeux. Et là, forcément, tous les défauts qui gravitent le film et qui entourent sa présence dans le film, le pourquoi du comment il est là, son entrée en matière et ce à quoi il sert, parce que c'est bien en fait de ramener évidemment des icônes passées, et c'est pareil pour les méchants, que ce soit Doc Ock, Electro, l'homme sable, le lézard, enfin bref, un peu tous les anciens méchants, bah bref, c'est parce que Spider-Man, c'est en quelque sorte ça, c'est une réunion des anciens, c'est bien beau de ramener tous ces anciens, mais encore faut-il en faire quelque chose, voilà, encore faut-il les réiconiser, faire que leur retour serve vraiment à quelque chose, parce que là typiquement, ils arrivent au début, on est content de les revoir, voilà, il y a ce moment où ils réapparaissent tous, voilà, la réapparition du Doc Ock sur le pont, voilà, qui est bien réconisé en mode, ça y est, il réapparaît à l'écran en mode, bonjour, Peter, enfin voilà, vous remarquerez que chaque apparition de méchant, en fait, est iconisée, voilà, pareil, Electro, on le revoit, il est sur les espèces de grilles là enfin les trucs vous savez qu'on trouve sur les routes là, je sais plus trop comment on appelle ça là, les lignes électriques, voilà, il réapparaît ça, on remet son thème de The Amazing 2, on le revoit en bleu la première fois et ensuite il change de couleur, enfin voilà, chaque réapparition de méchant, chaque réiconisation de méchant est marqué en mode pour dire ça y est, vous voyez, ils sont de retour, c'est chouette, la nostalgie, le fanservice, et après à quoi ils servent? Bah après en fait c'est plutôt à Peter de voilà quoi, après c'est son rôle de les de les modifier, de leur donner une seconde chance. Alors en soi le scénario il est pas con, voilà, je veux dire Peter qui, parce qu'il a du bon cœur, parce que c'est un bon garçon, il décide qu'il ne veut pas suivre le plan de Strange et de les renvoyer chez eux pour qu'ensuite ils meurent, mais en fait il veut trouver un antidote pour les modifier, pour leur laisser une chance quand ils arrivent dans leurs univers. Ok, l'idée du scénario, elle est pas conne. Techniquement, tu te dis, ouais, ok, c'est une idée originale. Mais du coup, quand tu y repenses, tu te dis, ouais, en fait, si les 3, 4, 5, si les 5 films trilogie Raimi plus les 2 films web n'existaient pas, Spider-Man No Way Home ne pourrait même pas exister, parce que si on prend en compte la véritable intrigue, le véritable fil conducteur de cette trilogie avec Tom Holland, les conséquences de la révélation de son identité par Mysterio ne sont traitées que pendant 10, 15, 20 minutes à tout casser, voilà, au début avec Peter dont la vie se retrouve complètement chamboulée quand Mysterio révèle son identité, que du coup il est harcelé par les avocats, qu'il y a maintenant Doc qui leur vient en aide, qu'il y a tout cette problématique par rapport au fait que du coup Ned et MJ, un cas son meilleur pote et sa copine ne peuvent pas rentrer à l'université. Voilà, du coup, il y a toutes ces problématiques-là qui est étudiée durant environ, 15, 20, je suis gentil, 30, 25 minutes, 30 de film. Voilà, et après, du coup, il va voir Light de Strange, et après, c'est là, du coup, que revient et c'est là que, du coup, les anciens reviennent. Et à partir de là, du coup, tout le problème de Peter, du coup, est passé à la trappe, parce qu'après, on passe directement sur, il faut aider les méchants. C'est plus, l'identité de Peter est révélée, c'est, il faut
faut aider les méchants. Donc en fait, on a deux scénarios différents dans un même film. Et en soi, du coup, après, c'est après que le problème de Peter soit aidé, en fait, c'est juste un prétexte scénaristique pour faire revenir les anciens. Tu vois, donc en gros, c'est comme si moi, j'utilisais juste ce problème. Qu'aurait en fait, pour moi, c'est rien pendant tout le film, hein, parce que techniquement, c'est la première fois que l'araignée sympa du quartier est démasquée. Et John Watts, du coup, il se sert de ça pour ressusciter les anciens et du coup faire une réunion des anciens en fait. C'est vraiment un prétexte, c'est un scénario en mode voilà, à la fin de mon film, j'utilise ça pour que je puisse faire venir tous les anciens et du coup passer à une problématique et voilà. Alors certes, encore une fois, c'est très cool de faire revenir les anciens, mais à quoi ils servent exactement? Parce que John Watts, en fait, non seulement niveau mise en scène, il est mauvais. Enfin, je veux dire, le premier affrontement entre Doc Ock et Peter sur le pont. Vous savez, ce fameux pont qui nous a été utilisé pendant des mois et des mois dans les bandes annonces et sur les images de promo. C'est très mal filmé, enfin il y a rien d'iconique dans le combat, il y a des ralentis, mais vraiment, enfin je veux dire, le Spider-Man de Tom Holland, il est cool, mais il manque tellement de classe, enfin même la mise en scène, elle manque tellement de grandiose, de grandiloquent, enfin voilà, même vous savez la scène où lors de la première réapparition d'Electro et de Fleet Marco, voilà, ça se passe dans une sorte de forêt, dans les bois, bon bref, c'est les décors ils sont pas marquants du tout. Parfois c'est très mal éclairé, bon des fois tu sais il fait prendre à Tom Holland des poses un peu iconiques en mode voyez mon Spidey, il y a une action super cool qui est en train de se dérouler, mais encore une fois voilà, en fait Spider-Man No Way Home c'est cool, voilà, parce qu'il y a de la nostalgie, parce qu'il y a les méchants, parce qu'on les revoit, parce qu'on a vu les précédents films, parce qu'on aime les précédents films, parce que ces films là ils ont eu de l'argent, et du coup en fait John Watts il se sert de ça pour du coup en fait limite pour tromper un peu les gens. Du coup ils se disent bon bah voilà, en fait ils vont tellement être émerveillés, ils vont être tellement contents de revoir ces méchants que du coup ils vont en oublier qu'en fait je sais pas filmer. Pareil, la musique de Michael Giacchino elle est pas forcément bonne, sauf au climax. Voilà, toute la partie sur la Statue de la Liberté jusqu'à la fin du film, vraiment elles sont bonnes. Voilà, toute la partie avec le coucher de soleil où Peter fait des adieux à Ned, MJ, Doctor Strange et le Spidey, vraiment à ce moment-là la musique elle est dramatique et même le jeu de Tom Holland il est bon. En fait il y a vraiment qu'à la fin où au niveau de la mise en scène, au niveau des émotions, où en fait il y a les émotions où tout ça est plus fort que la nostalgie, voilà, parce que tout le monde, Peter il est en train de faire ses adieux à tout le monde, il est en train de prendre ses responsabilités, il est en train de prendre conscience en fait qu'il y a que cette décision là de faire oublier à tout le monde qu'il est Spider-Man et que ça peut changer, que ça peut tout améliorer. Et il y a que à la fin vraiment que t'as des émotions et vraiment à la fin, moi j'étais pris, voilà, même quand il fout une raclée pas possible au beau fond vert, pareil, je l'ai oublié, celui-là, je l'ai pas encore cité, mais de toute façon, il y a encore plein de choses à dire. Voilà, il y a vraiment à la fin, c'est prenant parce que Tom Holland joue bien, parce que voilà, tout est bien pour que les émotions soient même plus fortes que la nostalgie. Mais globalement, sur tout le film, c'est la nostalgie et le fanservice qui prennent le dessus sur l'ensemble. Alors après, il y a quand même quelques passages créatifs. Par exemple, quand Strange fait usage donc du pouvoir miroir. Vous savez, cette scène-là, vraiment, je la trouve brillante. Vous savez, quand le duel Strange-Peter Parker, Spider-Man, du coup, quand il fait usage de la dimension miroir, là je le cherchais, là c'est vraiment classe, ça dure 5-10 minutes, allez, et c'est vraiment bon parce que on a des effets de style, parce qu'on a un bon visuel, parce qu'on a vraiment des effets spéciaux très réussis, bon, on voit les fonds verts évidemment, mais globalement, j'ai trouvé cette séquence-là très réussie, c'est peut-être l'une des seules séquences où vraiment il y a de la mise en scène, où il y a vraiment de la créativité, mais bon, parce qu'aussi, Doctor Strange c'est un personnage qui a beaucoup de potentiel, hein, je vous renvoie vers le premier et Multiverse of Madness sorti en mai dernier, c'était vraiment de la bombe, voilà. Et heureusement John Watts, il s'est dit ok, j'ai Doctor Strange, ça je vais vraiment pouvoir en faire quelque chose. Effectivement, il en fait quelque chose. Ensuite, on va quand même souligner que les deux trios qui s'installent dans le film, Ned, MJ, Peter, j'aime bien leur dynamique, vraiment, ils ont toujours une bonne alchimie, voilà, Ned et Peter, depuis Homecoming, ils sont meilleurs potes, et vraiment, ça se voit qu'ils ont passé vraiment des moments incroyables. MJ, Peter, malheureusement, le problème, c'est que, vu que Far From Home, vu que No Way Home est la suite directe à la seconde près de Far From Home, et que techniquement, ils se sont mis ensemble, genre,
48 heures, 72 heures, enfin, ou 2-3 jours auparavant. Je veux dire, leur amour, leur relation n'est pas aussi crédible que si ils étaient ensemble depuis le début de la trilogie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là, on a vraiment l'impression qu'ils se quittent après avoir traversé une tonne de choses. Ils se sont mis ensemble dans le film d'avant, et sachant que les deux vraiment se succèdent à la seconde près, te dis, ouais, bon, niveau temporalité, bon, on peut comprendre que les deux étaient intéressés l'un par l'autre depuis longtemps, mais globalement, il y a des petits problèmes de crédibilité par rapport à la temporalité, aux choses qu'ils ont vécues. Même si, heureusement, le fait que deux acteurs soient vraiment ensemble dans leur vie, donc Tom Holland et Zendaya, le fait qu'ils soient ensemble dans leur vraie vie, ça renforce leur alchimie et leur connexion à l'écran. Et ça, c'est vraiment une excellente chose. Mais vraiment, bon, la scène de fin où ils se disent adieu, et où ils disent qu'ils s'aiment et qu'ils s'embrassent, c'est vraiment une scène très prenante et très émouvante, je tiens à le souligner. De toute façon, tout le climax suivant la baston donc des Spidey contre tous les méchants. Bon, on aurait pu dire les Sinister Six, mais bon, il manque Mysterio et Venom. Vraiment tout ce qui suit le climax et les adieux de Peter, ça c'est vraiment très prenant parce que le coucher de soleil, les couleurs sont belles, il y a Strange qui est en train de tout gérer là-haut, et il y a le Spider-Man de Tobey Maguire de Tobey qui est grièvement blessé, t'as Andrew, le Spider-Man d'Andrew qui le porte secours, et puis t'as Peter, le Peter de Tom Holland qui réalise ce qui va lui arriver, le choix qu'il doit faire, et enfin un grand pouvoir implique de responsabilité. Ce qui me fait faire une transition sur Tante May. Voilà, Tante May, la mort de Tante May. Là, encore une fois, on a un très bon jeu de la part de Tom Holland. C'est notable. Voilà, toute cette scène. Ou tout le passage. Ou le bouffon vert. Excellent acting de Willem Dafoe au passage. Voilà, il y a vraiment de bons acteurs. Il y a vraiment des moments dramatiques. Et la mort de Tante May, pour moi, c'est un moment qui est réussi parce que on sent que entre Tante May, donc Marisa Tomei et Tom Holland, pareil, il y avait une vraie relation de nièce-neveu, et que voilà, tu sens que pareil, Tante May a traversé des moments difficiles, tout comme Peter, et vraiment la scène de sa mort, elle est vraiment impactante. Voilà, je veux dire, elle se fait littéralement dégommer par l'engin du bouffon vert, voilà, et elle se fait vraiment renverser. Enfin, je veux dire, le moment est vraiment impactant, et on amène vraiment ça très bien, c'est-à-dire que elle se relève, elle tente vraiment de reprendre son souffle, de reprendre de la vie, puis jusqu'à ce qu'elle s'écroule et qu'elle a le temps de dire à Peter qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Évidemment, ça résonne beaucoup avec de la nostalgie et du fanservice, mais vraiment, le moment, sa mort est vraiment prenante. Enfin, je veux dire, il y a la musique s'arrête, Tom Holland joue vraiment bien. Vraiment, Tom Holland, les moments dramatiques, les moments d'adieu, les moments vraiment tragiques et dramatiques, les moments un peu sombres, il sait vraiment très bien le jouer. Quand il s'agit de pleurer, de jouer vraiment quelque chose de grave, il sait jouer ça. Bien plus que bien plus que des moments comiques en fait. Enfin, Tom Holland est un bon acteur. Vraiment, Tom Holland, c'est un bon acteur. Je vous renvoie à The Impossible, ou à même ou Thierry, ou à plein de films il a joué, mais vraiment, Tom Holland est un bon acteur, et il sait jouer des rôles dramatiques et des moments denses. C'est indéniable. Pareil, le moment à la toute fin, où il est sur la tombe de Tante May avec Happy, c'est vraiment un moment très émouvant. Voilà, bon, Happy qui est pas un max exploité et développé, pas même parce que bon, la relation avec Tante May, ils avaient décidé de faire ça dans No Way Home, mais dans Far From Home, mais ça se poursuit pas, enfin, mais ça ne donne rien dans No Way Home, mais quand même, c'est Happy, voilà, il a quand même quelques bons moments comiques ou danse, notamment à la fin. Et pareil, l'ultime échange entre MJ et Peter, voilà, quand elle a oublié qu'il était dans ce bar en plein hiver, voilà, quand il la regarde et qu'il est ému parce que voilà, quoi, il prend cette décision de la laisser en dehors de ses activités de super pouvoir. J'ai vraiment trouvé le moment pareil très très réussi. Voilà, il la fixe, la caméra filme vraiment Peter qui a des larmes dans les yeux parce que il hésite, et tu sens qu'il est vraiment fou amoureux d'MJ. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà, ces sentiments qu'il a depuis Far From Home, que John Watts, il développe jusqu'à leur paroxysme. Voilà, il aime vraiment, les deux ont vraiment une relation. Et Peter, voilà, il est amoureux de MJ depuis Far From Home. Et vraiment, il développe ces sentiments-là, cet amour qu'il a pour MJ. Depuis, il le développe. Ça fait vraiment 2 films que c'est travaillé. Et c'est vraiment très bien joué. Donc voilà, vraiment, pour ce qui est des moments dramatiques, des moments sombres, j'aime bien. Ensuite, pour ce qui est d'acting, encore une fois, Tom Holland y joue bien. Ensuite, Willem Dafoe, on essaie de lui faire jouer la même dualité que sur Spider-Man 1, vous savez, quand il est contrario avec le bouffon vert et Norman Osborn. Voilà, enfin, il essaye de le faire jongler sur 2 personnalités différentes. Ça le fait bien parce que Willem Dafoe est un sacré
acteur, vraiment, ça faut vraiment le noter, c'est un très très bon acteur, et ça marche très bien, vous voyez, tous les moments de duel et de fight entre Peter et le bouffon vert, enfin Norman Osborn, sont super réussis parce qu'on voit que le bouffon vert est un psychopathe, mais vraiment quoi, son cri, son hurlement, enfin même sa première apparition sur le pont avec la bombe et tout ça. John Watts, pareil, ça il a vraiment bien su le travailler quoi, le jeu de Norman Osborn, il est vraiment bon. Mais bon, ça, c'est parce que c'est Norman Osborn, pas parce que John Watts dirige cet acteur, parce que vraiment, William Dafoe, c'est un sacré acteur et tu pourrais lui donner n'importe quel mauvais scénario à jouer, ça le fait. Après, pour ce qui est par exemple des trois Spidey, Tobey, Andrew, bon eux ils jouent pas vraiment quoi, c'est vraiment de la nostalgie du fanservice quoi, ils ont des lignes de dialogue mais ils ont rien de profond à jouer et malheureusement on n'exploite pas assez le retour, c'est-à-dire qu'on sait toujours pas où ils en sont clairement. Voilà, on sait que le Spidey de Andrew il s'est toujours pas remis de la mort de Grain, pareil le Spidey de Tobey on sait à peine où il en est. Voilà, on sait que c'est toujours un Spider-Man un peu maladroit, mais globalement niveau parcours on nous donne aucune indication. Voilà, on sait que Tobey est toujours avec MJ. Une réponse que je voulais savoir depuis Spider-Man 3 parce que la fin est un peu ambiguë à ce sujet-là. Mais globalement, vraiment, je le digère pas. On sait tout, leur parcours depuis leur film respectif, donc The Amazing 2 et Spider-Man 3, on sait pas où ils en sont rendus, ce qu'ils font comme boulot, s'ils sont en couple, on sait pas si Tobey est pas, si Tobey les perd. Après, je sais que c'est Tobey lui-même qui voulait pas en dévoiler trop sur son personnage. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que leurs personnages sont uniquement là pour rameuter les gens sales et dire « Hey, on est retour, venez voir le film et donnez-nous de l'argent. » Parce que bon, Tobey entre nous, j'adore, c'est mon Spider-Man préféré, sa trilogie pareil, mais il a pas vraiment une carrière depuis sa trilogie Spider-Man et on le connaît que pour ça. Andrew, c'est pas pareil. Andrew, il a une carrière, c'est un bon acteur et ses sentiments sont un peu plus développés. Voilà, même si le moment où il sauve MJ et que ça... logiquement, ça rectifie son acte, le fait qu'il ait pas pu sauver Gwen dans Amazing Spider-Man 2... Bon, c'est trop rapide et c'est mal mis en scène. Voilà, John Watts, il y a des moments qui réussissent très bien, il y en a d'autres qui ratent complètement, comme du coup l'entrée en scène des deux Spider-Man. On n'entend pas du tout leur thème, ça se passe dans l'appartement de Ned, enfin le moment est ridicule, enfin on est en face à face entre les deux Spider-Man dans un appartement. Vraiment, plus je revois ces deux scènes et plus je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi t'as pas fait une entrée en scène digne de ce nom, grandiose, avec le thème derrière, le thème remixé? Regardez sur YouTube, vraiment, il y a plusieurs vidéos où on réentend les thèmes remixés des deux Spider-Man et où ça donne vraiment quelque chose. Même la scène où on les voit voltiger tous les trois ensemble quand ils sautent pour affronter les trois méchants, c'est le thème de Tom Holland qu'on entend et pas le thème des trois Spider-Man remixés, quoi. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que du coup, on a les trois Spider-Man, on a tous les méchants derrière, et les thèmes, ils reviennent, mais vraiment, une seconde ici, une seconde par là, quoi. C'est pas des thèmes marquants, quoi. On entend le thème de Tobey quand il y a quand Doc Ock, et le Peter de Tobey, ils se retrouvent. Pareil quand ils retrouvent, l'homme sable. Mais c'est tout quoi, on les entend avec beaucoup de plaisir, mais encore une fois, c'est déjà trop tard parce que c'est mal amené, enfin voilà, l'entrée en matière et comment ils sont exploités, comment ils sont utilisés, c'est très décevant. Vraiment, c'est pas réussi du tout et ça, je le regrette beaucoup parce que on n'en sait pas plus sur leur parcours et encore une fois, ça se passe encore une fois sur des échafaudages, sur une statue de la liberté, les décors sont moches, c'est pas joli du tout, enfin, ça se passe en pleine nuit. Je veux dire, c'est un décor trop renfermé, quoi. C'est sur des échafaudages. Tout se passe sur des échafaudages. Voilà, c'est les méchants et les trois Spider-Man condensés, enfin, tous les personnages du film condensés sur un seul décor. La statue de la liberté, c'est tout. Enfin, même à la fin, vous voyez, quand Doctor Strange, il ouvre, il y a une brèche et il y a des visiteurs qui sont en train de traverser le port multiversal. Il y avait un truc qui était en train de se développer, mais bon, encore une fois, John Watts, il casse le truc en mode, vous pensez y allait avoir d'autres personnes qui allaient venir? Eh ben non, on casse le truc direct. Donc, voilà, Spider-Man No Way Home, il y a tellement de défauts au niveau de la mise en scène, des entrées en matière, du grandiose, du grandiloquent, ça manque vraiment de tout ça, quoi. Vraiment, sur les trois Spider-Man, il y a vraiment un manque de beaucoup de choses, quoi. Il y a pas la magie opère quand ils sont là, mais une fois, ça y est, qu'on a fait toutes les références au fanservice, voilà, quand ils parlent avec,
quand la rencontre entre les trois Spidey pour la première fois, voilà, quand ils font allusion à l'oncle Ben, à Gwen, etc. Sur le moment, en fait, c'est émouvant. Vous voyez, en fait, les trois Spider-Man, c'est quand les choses sont abordées pour la première fois, quand on les revoit pour la première fois, quand ils font référence au moment dramatique qu'ils ont traversé eux-mêmes par le passé pour la première fois, quand ils veulent tirer ensemble pour la première fois. Voilà, les premières fois, en fait, sont vraiment marquées. Mais une fois qu'on a passé cette première fois-là et qu'on les voit à l'écran, on se dit, ouais, ils sont là et il y a rien qui se passe. Il y a rien, la magie n'opère pas parce que John Watts en fait ne fait pas perdurer le charme. C'est genre, vous vous rendez compte quand même que c'est ce truc-là qui a fait que le film a cartonné, quoi. Vous voyez, alors oui, ils ont un vrai rôle pendant toute la dernière partie. Oui, ça, c'est bien. Mais encore une fois, John Watts, il a pas su saisir cette opportunité-là de faire un Spider-Man, un Spider-Verse qui serve vraiment à quelque chose, quoi. Enfin, je veux dire, ces trois Spider-Man-là, on les voit et la magie, elle opère quand on les revoit, quand ils font ces références au passé. Enfin, je veux dire, pareil, il a copié-collé la chute d'MJ la chute d'MJ est miroir avec la mort de Gwen. Ça, mais parce que ça rappelle encore une fois des moments passés. C'est parce qu'on apprécie ces moments passés et qui nous ont marqués qu'on apprécie ces moments-là. Mais une fois qu'on a passé cet instant référencé nostalgique, on se dit ouais, mais ça passe trop vite. Le moment il est pas marquant. Enfin, en fait, John Watts, il ne saisit pas ces moments-là. Il fait des scènes miroirs ou des scènes références ou des scènes nostalgiques, mais sans y mettre sa mise en scène, quoi. Ni une BO qui marque et où on se dise, waouh, les trois Spider-Man, c'est un grand moment. Normalement, ça aurait dû être un grand moment. Or là, c'est un grand moment, mais juste une seconde. Et après, ça y est, on passe à autre chose, quoi. Ouais, les trois Spider-Man sont là. Et est-ce que c'est un grand moment de cinéma? Non, malheureusement, c'est juste un instant. Sur le coup, c'est la nostalgie, c'est du fanservice parce qu'on aime, encore une fois, tout ce qu'on a vu il y a des années de ça, quoi. Parce que on aime voir ça sur le coup, parce qu'on adore la trilogie Raimi, parce qu'on adore les deux films web et que beaucoup militent pour Amazing Spider-Man 3. Mais malheureusement, en fait, c'est pas des grands moments, quoi. C'est pas une réunion au sommet et on méritait ça parce qu'encore une fois, c'est ce pourquoi on nous a cassé les pieds avec ce film pendant plus d'1 an. Voilà. Est-ce que les trois Spider-Man seront là? Ouais, ils sont là. Et après, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est là, en fait, où je veux en venir. C'est que, il y a rien qui se passe, en fait, avec ces trois personnages-là. Ils sont là, et c'est leur présence, en fait, qui fait que le film a un sens. Parce qu'il y a de la nostalgie, il y a des souvenirs, ça évoque tout un tas de choses, et que donc, en tant que et nous, en tant que fans des films précédents, en fait, on se dit, voilà, même quand les méchants, ils font référence à tout ce qu'ils ont vécu, que ce soit le Doc Ock avec sa machine, le fait qu'il ait été nommé dans le fleuve, pareil, Norman Osborn quand il parle d'Oscorp, enfin voilà, ça nous ramène à tout ça. Donc forcément, sur le coup, en fait, on apprécie ça, mais voilà, enfin même quand on entend le cri du bouffon vert, sa bombe, etc., ça nous fait quelque chose. C'est des instants nostalgiques qu'on aime sur le coup, mais après ça passe, quoi. Enfin, je veux dire, ouais, ça évoque, c'est cool, mais après voilà, il se passe rien d'autre. Il n'y a pas le charme, la magie opère le temps d'un instant et après, boum, le rythme retombe, la nostalgie, on passe à autre chose et voilà. Et c'est pour ça et que c'est bien que la critique 9 mois plus tard. Parce que du coup, en fait, on peut prendre ce recul, on peut se dire, ouais, il y a ça, mais il manque ça. Il y a toutes ces évocations-là, mais il manque tellement d'autres choses après, quoi. John Watts, en fait, il ramène tous ces personnages-là, il en fait une réunion, mais il en fait rien du tout, il ne sait rien en faire, quoi. Il a tous ces personnages-là, qui sont là, nous, ça nous fait plaisir. Lui, il s'est sans doute fait plaisir, hein, John Watts, parce que, bon, à mon avis, il est certainement fan de tous les films qui sont sortis avant, mais qu'en faire? Que en faire? Voilà, c'est ça ma vraie question, c'est tu la ramènes, mais t'en fais un truc d'utile. Encore une fois, le scénario il est original, mais globalement, bon, j'ai envie de dire que le Doc Ock, entre le Doc Ock qu'on voyait dans Spider-Man 2 et le Doc Ock qu'on voit ici, il y a tellement une différence, quoi. Enfin, souvenez-vous des duels de la scène du train entre le Doc Ock et Spider-Man, mais quelle scène! Quelle scène forte, iconique, bien filmée, bien jouée. Enfin, Alfred Molina dans Spider-Man 2, il est totalement différent ici, hein, je peux vous l'assurer. Enfin,
Bien sûr, je pense que vous connaissez les films aussi par cœur, autant par cœur que moi, mais enfin je veux dire, même l'utilisation d'électro, enfin ils sont assis, ils parlent, ils jacassent entre eux, il y a des échanges, références, encore une fois, enfin c'est bien, c'est une réunion au sommet, mais une réunion au sommet qui n'a pas plus de sens que l'instant nostalgique de la première fois où on les revoit. C'est ça que je veux dire, et c'est ce qui est vraiment dommage. Voilà, ils parlent ensemble, ils communiquent, donc c'est un rêve. Mais c'est un rêve de gosse, mais encore une fois, tout ça c'est de la nostalgie, quoi. Et c'est comme si en fait John Watts il nous disait, voilà, je vous rebalance ça, voilà, ça va vous rappeler des souvenirs, et après c'est tout, quoi. Sur le moment en fait, ça sort, le film est sorti, ça va ramener les gens en salle, ça va leur faire plaisir, et après, est-ce que le film va laisser une trace parce qu'il y a tout ça? Ben non, parce que John Watts, t'es pas un auteur, tu sais, c'est mal filmé, tes décors sont pas beaux du tout, enfin, regarde un peu la crypte où ils se rassemblent tous, c'est mal éclairé, enfin, c'est mal éclairé, les acteurs, ils jouent à peine, enfin, c'est même plus comique que dense, alors que généralement, les films dans lesquels ils jouaient, rappelons quand même la densité de The Amazing Spider-Man 2, rappelons quand même la densité de Spider-Man 2, enfin voilà, rappelons quand même d'où viennent ces acteurs, les rôles où ils étaient employés, Electro, ce que c'était dans The Amazing Spider-Man 2, rappelons Jamie Foxx qui jouait son personnage, comment il le jouait, vraiment, et là c'est tout modifié, mais ça n'a plus vraiment de charme en fait, on les ramène avec une évolution, voilà, mais ça veut plus rien. Il y a une signification sur le moment, mais après, bon, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Donc ouais, Spider-Man No Way Home est un film plaisant, voilà, avec beaucoup de nostalgie, de souvenirs, d'évocations, de références. Alors c'est sûr, hein, on kiffe, on aime, mais quand on fait du recul sur tout ça et qu'on omet tous ces points-là, bon, encore une fois, il y a quand même vraiment beaucoup de qualité, quoi. Tom Holland, l'alchimie, Ned, MJ, Peter, l'alchimie entre les trois Spider-Man, c'est vraiment cool de les voir interagir ensemble, voilà, toute la séquence au labo avant la fight avec les trois Spider-Man, et encore une fois, tout ce dialogue où ils parlent d'étoiles, etc. Voilà, l'humour, ça c'est l'humour éclaté à la Marvel, des lignes de dialogue inutiles, 5-10 minutes de dialogue comme ça, voilà, où Tobey Maguire parle d'étoiles qui peut faire sortir de ses pouces, et du coup Andrew le questionne, est-ce que ça sort d'autre part, et du coup Tobey se rétracte en mode, je préfère pas trop m'étendre là-dessus, voilà, ils échangent sur les méchants qu'ils ont combattus auparavant, c'est cool, c'est fun, et après, voilà, vraiment, des lignes de dialogue inutiles qui servent à rien. Vraiment, vraiment, tu vois ces dialogues-là, après plusieurs revisionnages, et tu te dis, waouh, ok, d'accord, si tu veux. Bon, c'est des dialogues qui n'ont ni queue ni tête, c'est de l'humour éclaté au sol, et c'est décevant. Voilà, c'est des dialogues écrits sans inspiration. Vraiment, c'est pas des dialogues sérieux qui ont vraiment de sens, c'est des dialogues qui racontent rien. En fait, c'est des dialogues qui font passer le temps, mais qui n'ont aucune utilité pour le film, et ça, c'est vraiment dommage. Et quant aux scènes supplémentaires, est-ce qu'elles servent à quelque chose? Non, c'est juste du rajout. Voilà, c'est juste des scènes rajoutées. Voilà, on voit une scène supplémentaire avec Matt Murdock. Toby a quelques lignes supplémentaires. On voit une scène avec le frère de Tom Holland qui joue un dealer. Voilà, honnêtement, il y a quelques scènes, mais elles n'ont pas vraiment d'impact en elles-mêmes sur le film. Voilà, c'est juste des scènes supplémentaires. Voilà, on voit aussi des interviews supplémentaires de Betty Brandt, que j'aime bien dans Far From Home, mais pareil, c'est un personnage du coup qui est un peu plus utilisé ici en tant que journaliste. Pareil, J. Jonah Jameson a une de scènes supplémentaires, mais pareil, ça signifie pas forcément ça n'a pas vraiment de signification pour le film. Enfin, il a le même caractère de con que dans Spider-Man 2, mais bon, avec le talent et la magie en moins des films de Raimi, voilà, parce que honnêtement, entre le J. Jonah Jameson, le Spider-Man de la trilogie Spider-Man et celui qu'on voit ici, ouais, il a gardé son caractère, mais honnêtement, ça n'a plus autant de gueule ce n'est plus autant de gueule et de sens et de magie que dans les films, quoi. Enfin, je veux dire, c'est cool de le revoir, mais encore une fois, c'est la nostalgie qui parle, pas le talent de l'acteur. Enfin, il joue bien, J.K. Simmons, hein, j'aime bien cet acteur, mais voilà, quoi, encore une fois, John Watt ne sait pas l'utiliser, quoi. Il l'utilise pour quelques scènes par-ci, par-là, et c'est tout. Enfin, des scènes où genre, il accuse le Spider-Man d'être un criminel, d'être un anti-héros, d'être un voyou, d'être un délinquant, enfin, tout ce que vous voulez. Enfin, c'est juste J. Jonah Jameson qui inculte Spider-Man de méfaits et de semer le chaos et la désolation partout où il passe. C'est juste ça. Pareil sur la photographie, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, il y a quelques bons plans par-ci, par-là, mais globalement ça va pas chercher trop loin. Enfin, de toute façon au niveau artistique,
globalement, c'est très médiocre. Autant que sur Homecoming et Far From Home. Bon, Far From Home, il y avait déjà une amélioration, voilà, il y avait déjà plus de dynamisme dans le film. Mais honnêtement, dans Homecoming, c'était une catastrophe. Vraiment, c'était vraiment une catastrophe. Et encore une fois, ça rejoint tout ce que j'ai déjà dit sur la mise en scène et l'entrée en matière de Toby Andrew dans le film. Mais bon, voilà. Puis même sur le rythme, hein, ça a beaucoup de mal à le rythme. Il y a des fautes de rythme. Voilà, il y a une scène d'action, beaucoup de dialogue, mais vraiment c'est inutile. Et les scènes supplémentaires ne font qu'en rajouter, quoi. Et puis encore une fois, si je reviens un instant sur toutes les incohérences au niveau du scénario. Ned et ses pouvoirs, évidemment. En plus, c'est lui qui déclenche l'arrivée des deux autres Spider-Man. Vraiment, enfin, ça aurait été tellement logique si Strange était là à ce moment-là et que c'est lui qui les avait appelés, ou s'ils étaient apparus comme ça, mais non, c'est Ned qui les fait apparaître alors qu'il y a zéro raison que ce soit Ned qui les fasse apparaître, ou alors si, c'est juste le fait que c'est lui le meilleur pote de Peter. Allez, si vous voulez, mais bon. Enfin, Strange est là, et c'est Ned qui les fait apparaître. Est-ce que vous voyez un peu la débilité dans le scénario, quoi? Doctor Strange est là, il sert à quelque chose, on a une nouvelle facette du personnage là-dedans parce qu'il veut envoyer les méchants à la mort au lieu de leur laisser une seconde chance comme le veut le Peter. Mais c'est Ned quand même qui fait apparaître les deux Spider-Man. On pourrait dire, ouais, c'est Strange, multiverse, c'est lui qui va les faire revenir avec son fameux portail. Mais non, en fait Ned il a la magie et en fait Ned c'est lui qui va faire apparaître les deux Spidey. Tu regardes le film et tu te dis, ça n'a aucune cohérence. D'où ça sort? Est-ce qu'on a mentionné ça dans Homecoming et Far From Home que Ned avait quel que soit de pouvoir? Et en plus, ça, le mec, il explique ça en mode, j'ai la magie dans ma famille, c'est ma grand-mère qui m'a dit ça. Le mec, il te sort ça pour que, du coup, John Watts, il puisse faire la scène où, du coup, voilà, Ned et MJ qui discutent dans le salon, et du coup, Ned, il fait un mouvement, et du coup, ça déclenche un portail. Et du coup, le mec, c'est comme ça qu'ils se rendent compte qu'il a la magie. Vous vous rendez compte un peu de l'absurdité du truc ou pas? C'est Ned qui découvre genre en 3 heures ou en quelques jours qu'il a du coup les pouvoirs de Strange et du coup il peut ouvrir des portails. C'est lui du coup qui permet aux deux Spider-Man de franchir un portail et qui les place dans le film. Sans déconner, quoi. Ça, c'est pas que ça sort de nulle part, ça n'a aucune raison d'être, et puis surtout Ned, quoi. Enfin, je veux dire, ok, on a compris qu'il était geek, mais d'où c'est un magicien, d'où il a les pouvoirs d'un sorcier suprême, d'où il a les pouvoirs d'un sorcier qui a à moitié contribué à sauver le monde avec les autres Avengers. Enfin, vous voyez un peu le truc ou pas? Vous voyez un peu où l'insensé du scénario, mais de toute façon, le scénario, il se gourre sur plein de niveaux. C'est, voilà, encore une fois, sur le sortilège de Strange, c'est pas cohérent. Il y a, enfin, je veux dire, entre le multivers et le sortilège de Strange, il y a plein de choses qui vont pas. Et voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Voilà, encore une fois, la relation Peter, MJ, elle est vraiment bien. L'Ultimate Return Spider-Man, elle est vraiment bien. En fait, les rapports entre les personnages en eux-mêmes, que ce soit les méchants, les Spider-Man ou nos trois protagonistes de base, les interactions entre les méchants, leurs relations, leurs rapports, en gros, font la force du film, voilà, parce qu'ils discutent beaucoup, ils interagissent beaucoup pour diverses raisons, soit pour parler des expériences de Peter, soit pour parler des problèmes du récit, enfin des problèmes qu'ils rencontrent dans le film, ou de ce qui va se passer, ou des décisions à prendre, mais leurs interactions sont bonnes. Voilà, ça, globalement, tout le casting interagit assez bien. Voilà. Bon, Happy un peu de côté, mais aussi il y a aussi Happy qui rajoute une touche comique au film et son intervention à la fin du film, elle a bien vraiment. Pareil pour Tante May, on la voit pas beaucoup, mais quand elle est là, elle apporte quelque chose au film en termes d'émotion. Ça, pareil, c'est à prendre en compte. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Voilà. Pour résumer, Spider-Man No Way Home, film inégal avec beaucoup de défauts, mais qui reste un film plaisant à voir. Oui. J'ai apprécié Spider-Man No Way Home en tant que blockbuster, en tant que film de divertissement. Mais si on le prend en tant que film de Spider-Man, en tant que film de super-héros, et avec toutes les incohérences scénaristiques avec, là par contre, il y a beaucoup à redire. Voilà, au niveau de la mise en scène, artistiquement parlant, au niveau de l'acting, des dialogues, de l'humour, ça va pas. Des incohérences, pareil. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais en tant que blockbuster, en tant que divertissement, vraiment il passe. Il y a des scènes d'action qui sont plutôt cool. Voilà, sur le pont, le fight final entre les Spidey et les méchants. Toute la scène finale, elle est vraiment bien. Toute la dernière partie est vraiment bonne. Et on a vraiment des émotions parce que il y a un bon jeu d'acteur.
Voilà, vraiment. Donc en tant que blockbuster, ça va, mais en tant que Spider-Man, il y a beaucoup de choses à redire. Des fois, il faut faire la part des choses parce que c'est un blockbuster, Spider-Man No Way Home avant tout. Ça reste un blockbuster et ça reste un divertissement hollywoodien qui fonctionne bien, qui fait passer un bon moment. Voilà, on le voit et on se dit, ouais, c'est cool. Et puis quand on rentre un peu plus dans le film et dans ce qu'il représente, dans sa franchise et pour le personnage qu'il met en scène, là par contre on se dit, ah ouais, là il y a un problème ici, un problème ici, un problème là, enfin bref. Voilà, il y a beaucoup plus de problèmes à prendre en compte, mais en même temps, en tant que film en lui-même, il est bien, il est sympa. Pareil, hein. Homecoming et No Way Home, en tant que blockbuster, en tant que divertissement, ils sont bien. Mais si on prend le film de super-héros en ce qu'il est, là par contre, il y a beaucoup plus de problèmes à soulever. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaye de faire la part des choses en fait entre les deux, entre le blockbuster et le divertissement qu'il est, entre le film de super-héros qui représente pour le personnage qu'il met en scène et pour tout le background et tout le parcours du personnage et tout le scénario et tout le personnage qui gravite avec. C'est ça que je veux dire. Et bien sûr, vu qu'il est question de multiverse, il y a également beaucoup de problèmes. Et c'est dingue parce que on sait que le MCU peut vraiment être une franchise hyper intéressante, très sombre et bourrée de mise en scène et de créativité. Renvoyer Multiverse of Madness, qui est absolument incroyable. Pour finir, je dirais que Spider-Man No Way Home est un divertissement regardable, agréable, avec des moments dramatiques très réussis, des moments d'action et de créativité très réussis. Encore une fois, je fais aux scènes dont je parle avec Doctor Strange et les séquences finales à la fin, après le fight avec tous les méchants et le trois Spidey. Vraiment des séquences où Tom Holland joue vraiment bien, où John Watts saisit tout le potentiel dramatique de la scène et du contexte de ces scènes-là. Voilà, les adieux, le regard avec MJ, tous ces instants-là. Voilà, John Watts, il y a des moments qu'il a réussi et vraiment sur certaines choses, il s'est beaucoup amélioré par rapport à Homecoming ou à Far From Home où là, on ressentait rien, il n'y avait pas vraiment d'émotion ou même de sentiments qui passaient ou même les palettes des acteurs. Enfin voilà, Tom Holland, il y avait pas vraiment de profondeur de jeu ou d'exploration du personnage et de ce qu'il avait pu affronter dans le film. Enfin, il y avait des moments d'action ou des moments un peu prenants, mais rien comparé à No Way Home. Voilà, je dis pas que c'est très émouvant de la nous faire pleurer, mais on est vraiment investi, voilà. Donc Spider-Man No Way Home est un film cool, réussi sur certaines choses, mais qui souffre vraiment de gros défauts, voilà, d'incohérence, mais néanmoins, les interactions entre les personnages, en fait, c'est le cœur du film. Vraiment, tous les personnages, tous ceux qui interagissent entre eux sont le cœur du film, même s'il y a des dialogues, ou tout ce qui repose sur l'humour, ou même sur les fautes de rythme, ou même sur la mise en scène, là, il y a vraiment beaucoup à revoir. Et même sur les personnages, Ned notamment, il y a des défauts aussi par là. Et voilà, évidemment, sur l'écriture des trois Spider-Man, sur le retour, là aussi, il y a aussi beaucoup à revoir. Enfin bref, il y a beaucoup de défauts sur toutes ces parties-là. Mais vraiment, voilà quoi, c'est un film qui dure plus de 2h30, c'est long, enfin plus de 2h30 en version longue, mais sinon 2h25, 2h30 en version normale. Mais voilà, sinon c'est un film qui qui a un scénario prétexte, qui a des incohérences pour ramener les anciens et qui ne sait pas saisir tout le potentiel de ces personnages présents. Voilà, c'est de la nostalgie et c'est tout. Et ça n'en dit pas plus et ça n'en fait pas plus que ce que ça doit servir pour le film en lui-même. Et voilà, mis à part des références ou même des évocations, des instants passés, il n'y a rien de plus à se mettre sous la dent. En fait, c'est juste un film qui était là pour qu'on passe un moment de cinéma et de pop culture unique en son genre, et c'est ce que ça a donné. Voilà, il y a eu des séances de cinéma incroyables, la mienne le fut, et voilà, le film, on le voit aujourd'hui, 9 mois plus tard, il laisse pas la moindre marque. Il y a les trois Spidey, c'est cool, et après, point d'interrogation, 3 petits points, il y a rien de plus qui se passe. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma critique vous aura plu. Il y en a pour un peu plus de 40 minutes, donc vraiment prenez le temps de la regarder, de l'écouter. Voilà, évidemment, on en débat, on en discute dans les commentaires. Et puis moi, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.